Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits donc à ce webinaire comment SLST vous aide à prévenir les risques professionnels et préserver la santé de vos collaborateurs et collaboratrices. Je vais me présenter. Donc, docteur Eric Gouzy, je suis médecin du travail et assureur santé au travail depuis près de 30 ans. Et bonjour, je suis David Valentin, je suis conseiller en prévention notamment du docteur Gouzy depuis une vingtaine d'années aussi au sein du SLST. Alors, nos missions. Donc, le SLST est un service de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc, c'est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et agrémentée pour son action par l'ADRETS. Donc, notre rôle, et on le reverra tout au long de ce webinaire, a pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver au cours de la vie professionnelle un état de santé du travailleur compatible avec son maintien dans l'emploi. Donc, avec plusieurs actions, donc accompagner à la prévention des risques professionnels, assurer le suivi de la santé au travail, tracer les expositions professionnelles et faire de la veille sanitaire, et enfin prévenir la désinsertion professionnelle et accompagner au retour dans l'emploi. Donc, pour vous accompagner, en fait, donc le SLST couvre 83 communes sur le sud de la Loire, donc plus de 10 000 adhérents, plus de 125 000 salariés suivis, avec 2 centres médicaux principaux, donc Moron-les-Bains et Saint-Étienne, et environ 140 professionnels engagés pour toutes ces missions. Donc, on est hors secteur du bâtiment, hors secteur agricole et hors fonction publique. Donc, en fait, il existe donc au sein des SLST 29 équipes pluridisciplinaires. Donc, le médecin du travail coordonne la cellule, l'équipe pluridisciplinaire, avec autour de lui donc les assistants en santé au travail, on va développer après, assistants techniques en santé au travail, les infirmières en santé au travail, des conseillers en prévention, et on a aussi des intervenants spécialisés, donc qui sont des ergonomes, des diététiciennes, des toxicologues et des métrologues. Et on est accompagné par tout ça, par des fonctions support, donc direction, comptabilité, ressources humaines, informatique, projet, qualité, communication et services généraux. Donc, le pôle médical, en fait, regroupe donc le médecin du travail, qui a un rôle exclusivement préventif consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs. Il conseille les employeurs, les travailleurs, les délégués du personnel en matière de santé au travail. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il coordonne et anime l'équipe pluridisciplinaire. Vous allez être de plus en plus en contact avec des infirmières en santé au travail qui réalisent des visites d'information et de prévention sur la base d'un protocole établi avec le médecin du travail et participent à des actions en entreprise ou collective, donc réunions en C2SCT, participation aux enquêtes, sensibilisation sur l'hygiène de vie, premier secours et toute autre séance de sensibilisation. Et on a pour nous accompagner des assistantes en santé au travail qui planifient les rendez-vous, qui réalisent les examens complémentaires en amont de la visite médicale et qui assistent l'équipe pluridisciplinaire dans la gestion des dossiers médicaux des salariés et de l'entreprise. Donc, en parallèle du pôle médical, on a aussi au sein du SLST un pôle prévention. Donc, ce dernier est composé de trois grands corps de métier. On a tout d'abord les assistantes techniques de santé au travail, dont la mission est de venir chez l'adhérent pour faire une présentation du service, de l'offre en fait, qu'on peut vous apporter, et va aussi réaliser une visite des lieux de travail dans un objectif de rédaction des fiches d'entreprise. Il faut savoir qu'au niveau des ATST, la cible prioritaire va plutôt être les TPE-PME. On a ensuite des métrologues, donc qui sont des techniciennes ou des techniciens qui vont avoir une compétence en termes de mesure en fait de certains facteurs de risque au niveau de vos postes de travail. Ça peut être du bruit, de la lumière, des expositions à des produits chimiques ou des agents biologiques. Donc, dans leur intervention, généralement, il va y avoir une première visite qui va être faite en collaboration avec l'IPRP compétent du domaine, qui va permettre de définir un protocole de mesurage avant la mise en place de l'action. On a ensuite les intervenants en prévention. Donc, dans les intervenants en prévention, on retrouve
Là encore, plusieurs corps de métier. Ça peut être des ergonomes, ça peut être des toxicologues ou comme moi-même des conseillers en prévention. Et notre objectif va être d'analyser les situations de travail et les risques, donc de plutôt réaliser des fiches de poste pour voir en fonction des problématiques que vous avez rencontrées, quels sont les déterminants au niveau de la situation de travail et d'essayer après de vous proposer des actions de prévention. Donc on retrouve donc les études d'ambiance physique, bruit, vibration, de l'analyse aussi du risque chimique, que ce soit par rapport au travail avec les métrologues sur les mesurages, mais aussi l'analyse des FDS et tout ce qui va être en lien avec notre outil de gestion sur cette partie-là pour la traçabilité des expositions qui s'appelle Toxinist. Au niveau depuis en fait la loi de 2021, les SPSTI, donc on a changé de nomination, maintenant on s'appelle Service de prévention et de santé au travail. L'État a défini en fait plusieurs types d'offres qu'on doit apporter à nos adhérents. La première est l'offre socle, c'est l'offre de base que doit apporter tout SPSTI à ses adhérents dans le cadre du montant de la cotisation annuelle que vous payez pour vos salariés. Dans cette offre socle, on va avoir 3 grands pôles de mission. La première va être l'action de prévention, tout ce qui est action de prévention primaire, qu'on va vous détailler après, le suivi individuel de l'état de santé de vos salariés et la notion de prévention des insertions professionnelles, chose qu'on appelait avant le maintien dans l'emploi. Par rapport à ces offres, on a aussi en parallèle au sein du service une offre complémentaire. C'est des services en fait que l'on va pouvoir exercer dans les entreprises en fonction des demandes et après validation du médecin du travail. Services qui seront pour des actions en fait en lien avec l'offre socle dans le cadre d'une action primaire tous les 4 ans suite à votre cotisation. Et toute action qui seront en plus pourront être facturées en fonction du montant de tarification validé par le conseil d'administration. Enfin, pour finir, on a une offre spécifique. Cette offre, elle est à destination des travailleurs indépendants qui vont permettre en fait à ces derniers d'adhérer au service en leur nom et d'avoir la même offre de service que pour l'ensemble des salariés. Donc, concernant le pôle prévention des risques professionnels, on va retrouver 3 grandes actions. La première, c'est la fiche d'entreprise. Donc, la fiche d'entreprise, on la réalise en fait sous coordination du médecin. Elle doit être établie suite à l'adhésion de l'entreprise dans la première année. Et ce qui nous est demandé réglementairement, c'est de la réactualiser tous les 4 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, il est possible que vous ayez des contacts en fait avec les secrétariats en fait du pôle prévention pour justement planifier un rendez-vous dans le cadre d'une visite de votre établissement pour réaliser cette fiche entreprise. Cette fiche entreprise, elle a pour objectif de départ en fait de mieux connaître votre établissement, centre d'organisation, pour pouvoir identifier les différents risques auxquels sont exposés vos effectifs et du coup permettre derrière de pouvoir adapter au mieux le suivi médical du salarié. Cette fiche qu'on va vous transmettre après réalisation et éventuellement échange avec le médecin du travail, elle peut être transmise, elle peut être présentée au niveau du CSE et elle doit être mise à la disposition des inspecteurs du travail et elle peut vous être demandée par les agents des services de prévention comme la CARSAT en fait pour voir justement quel est votre positionnement au niveau des risques. Chose intéressante au niveau de cette fiche entreprise, c'est comme on va travailler dans une réflexion en fait de définition d'unité de travail, ce qui va être votre organisation, et d'inventaire des risques par rapport à ces unités, ça va être une bonne base de travail dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, qui cette fois-ci est à la charge de l'employeur et non pas du service de santé au travail. Donc, point intéressant sur cette fiche entreprise, comme je vous le disais, sur l'adaptation du suivi, elle va nous permettre en fait d'identifier les facteurs, les déterminants en termes de risque qu'on vous demande de saisir au moment de la déclaration de vos effectifs. C'est-à-dire, c'est là où on va pouvoir échanger sur l'utilité ou non de mettre certains salariés comme exposés par exemple au CMR, comme l'habilitation électrique, la conduite de chariot automoteur porté, avec conducteur porté, etc., etc. Et c'est d'ailleurs dans cette fiche que vous retrouverez ce tableau-là, où ça va nous permettre de définir en fonction des différents déterminants les effectifs qu'on va avoir et du coup le suivi qui va être appliqué avec la périodicité qui sera spécifique. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le cadre du suivi médical.
Donc, dans la prévention primaire, une première mission, c'est de réaliser la fiche entreprise qu'on va réutiliser tous les 4 ans. Comme je vous le disais, on va avoir le découpage en unités de travail et du coup l'inventaire de votre risque. Et une deuxième mission qui nous est demandée dans le cadre de l'offre socle prévention primaire, ça va être d'accompagner les adhérents dans le cadre de l'évaluation de leur risque professionnel. Donc, il faut savoir que nous, en termes de méthodologie, ce qu'on préconise en termes de méthode d'évaluation de risque, c'est une méthodologie en 5 phases, avec une notion de préparation de l'évaluation, c'est-à-dire regrouper tous les éléments qui peuvent être utiles pour identifier les risques, typiquement les fiches de données sécurité sur vos produits chimiques, le découpage aussi de l'entreprise en unités de travail qui vont nous permettre en fait de ranger les différents postes dans une entité où on va avoir les mêmes risques d'exposition. De là, on va identifier les risques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sur votre fiche entreprise, vu qu'on a eu les unités de travail et derrière les risques ont été identifiés. On va ensuite classer les risques. Donc là, on est sur l'évaluation dite quantitative du risque, c'est-à-dire d'évaluer le risque en fonction de la fréquence d'exposition de vos salariés et la gravité éventuelle en fait qu'on va avoir, et éventuellement la cotation du niveau de maîtrise de moyens de prévention. Par rapport à tout cet état des lieux-là, ça va permettre de prioriser, de voir quels sont les risques qui sont prioritaires en fonction de vos salariés et au vu du contexte de votre entreprise, du coup, s'il y a des projets et autres, d'aller chercher en fait quelles sont les actions de prévention que vous allez pouvoir mettre en place à hauteur dans l'année ou dans les 4-5 ans qui vont suivre en fait cette évaluation de risque. Il faut savoir que depuis 2021 aussi, au niveau de la réutilisation du document unique, elle est demandée en fait tous les ans pour les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Toute entreprise qui seront en dessous de ce taux-là, en fait, il n'y aura pas d'obligation de modifier l'évaluation de risque tous les ans. Par contre, on la modifiera dès qu'il y a une modification importante des conditions de travail ou alors qu'on a pris connaissance d'un nouveau risque, que ce soit par information extérieure des réglementaires ou veille que nous, on peut faire vis-à-vis de vous, notamment, par exemple, en signalant la présence de CMR dans le cadre de l'analyse de FDS, mais aussi suite à un accident du travail ou une déclaration de maladie professionnelle. Donc, au niveau de cette évaluation des risques, ce qu'on propose au sein du service, c'est 3 niveaux d'accompagnement différenciés. Le niveau 1, en fait, c'est la mise à disposition d'un outil qu'on a en interne qui s'appelle Mon Document Unique, MDU, qui va être un outil parallèle du logiciel qu'on va utiliser pour réaliser les nouvelles fiches d'entreprise. Donc, l'objectif par rapport à cette démarche, c'est de pouvoir vous envoyer en fait le lien et ce qui va vous permettre de faire votre diagnostic, éventuellement avec un point en fait sur les éléments qu'il y aura dans votre FE si ceci était informatisé. Le niveau 2, c'est là où on va aller un peu plus loin. Donc, on va avoir le niveau 1 et on va ajouter à cela un accompagnement au niveau de la méthodologie sur le fonctionnement de l'outil. Donc, lorsqu'on envoie le lien, on a une vidéo explicative, mais il peut être nécessaire en fait qu'on vienne vous expliquer comment il fonctionne. Des fois, répondre à votre question sur comment coter un risque par rapport à un autre, comment saisir en fait certains moyens de prévention. Voilà, c'est vraiment d'essayer de vous éclairer pour qu'on ait une évaluation des risques qui soit la plus claire, tant pour vous que pour nous aussi, et qu'on soit bien sur la même longueur d'onde et sur les mêmes priorités en termes de hiérarchie des risques. On a un niveau 3, celui-ci va rentrer dans l'offre complémentaire, c'est-à-dire que les 2 premiers points étaient inclus dans votre cotisation, donc ne fait pas l'objet de facturation. Le niveau 3, c'est vraiment vous allez nous demander d'aller beaucoup plus loin avec vous sur l'évaluation des risques, éventuellement par l'observation de risques spécifiques à des postes de travail, voire dans certaines structures d'une certaine taille, d'avoir des groupes de travail en interne avec vos salariés pour pouvoir, là aussi, être complètement dans une démarche participative. À ce moment-là, on viendra vous voir, on canalisera, enfin, on fera un point avec vous sur votre projet et du coup, c'est là qu'on vous proposera du coup le montant potentiel de cet accompagnement. Pour finir, donc, on a la fiche entreprise, l'évaluation des risques. De ces éléments-là, en fait, on va avoir un état des lieux de la situation de votre établissement. L'idée, c'est de pouvoir prendre une thématique que l'on va travailler sur les 4 ans qui vont suivre la fiche entreprise. Une thématique que l'on va mettre en action de milieu de travail, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner pour faire de la prévention sur ce thème-là.
Et on va retrouver tout un ensemble d'actions qui vont aller de la sensibilisation collective, ça peut être sur les EPI, ça peut être sur du risque chimique, travail sur écran, sur de la diététique, du sommeil. On peut avoir des propositions, des avis particuliers sur des projets que vous avez en cours, d'aller plus loin sur l'évaluation des risques comme le bruit, le risque chimique, une étude technique d'un poste particulier qui aura été plus problématique, une étude ergonomique dans le cadre d'une réorganisation d'un atelier ou d'un poste, et là aussi des évaluations qu'on peut avoir sur les ambiances thermiques, les ambiances vibratoires, etc., etc. On a un panel en fait d'interventions qui est assez large et qu'on adapte en fonction de vos besoins. Autre point qu'on trouve intéressant à proposer, notamment sur les TPE-PME, mais qui peuvent même être aussi utilisables par toute entreprise de toute taille, c'est dans un premier temps la base de données fiches solutions prévention de l'INRS. Donc l'INRS, c'est l'Institut national de recherche pour la sécurité. C'est un institut qui est financé par les CARSAT dans le cadre des cotisations actions de travail maladie professionnelle. Et en fait, il donne tout un ensemble de documents explicatifs sur des aspects réglementaires, normatifs ou sur des risques, dans le cadre notamment de ce qu'ils appellent les fiches solutions de prévention, qu'on va retrouver soit par thème de secteur d'activité, soit par thème de risque. Par exemple, ils ont une fiche sur les règles de stockage des produits chimiques, voilà, qui va être intéressante parce qu'assez simple d'explication et assez pratique, je trouve, pour un employeur. On a une deuxième base de données de fiches qui s'appelle les fiches questions de prévention, qui ont été éditées par un groupe du plan régional santé-travail 4, qui va passer le plan régional santé-travail 5, qui se veut en fait promouvoir la culture prévention dans les entreprises, notamment les TPE-PME. Et l'objectif de ce groupe-là, c'était de réaliser des fiches suivant le questionnement d'un employeur, qu'on pourrait avoir, par exemple, j'accueille un nouveau travailleur, qu'est-ce que je dois faire en termes de formation à l'accueil et autres, je mets à jour mon document unique, comment procéder, j'intègre une nouvelle machine, quels sont les conseils en fait que je peux suivre. C'est des documents qui ne se veulent pas réglementaires, mais plutôt synthétiques, avec, je le répète, cette vision employeur. Allez, on va passer en fait au suivi médical. Excusez-moi. Donc, le suivi médical est adapté et ciblé en fonction des risques, de l'âge des salariés. Donc, c'est important que dans la déclaration annuelle de vos salariés, vous notiez bien les risques auxquels ils sont exposés, parce que ça va vraiment classer le salarié et la nomenclature des visites médicales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que suite aux différentes lois, la fin de la vérification systématique de l'aptitude au poste de travail, c'est vrai que le MOAPT, il apparaîtra de moins en moins sur les fiches d'aptitude. Donc, c'est vrai que ça déroute un petit peu, mais c'est une vraie évolution. Le médecin du travail peut faire des préconisations, des aménagements lors de chaque visite médicale. Donc, les différents types de visites médicales, on va y revenir. Donc, il y a la visite d'information et de prévention initiale, la visite médicale à l'embauche, la visite périodique, les visites occasionnelles, les visites de pré-reprise, les visites de reprise, les visites de mi-carrière et les visites de fin de carrière et post-exposition. Donc, l'objectif, en fait, de toutes ces visites médicales, donc au départ, c'est une création d'un dossier médical par le professionnel de santé. Donc, il est complètement dématérialisé actuellement. Il n'y a plus de dossier papier. Donc, informer les salariés sur les risques potentiels auxquels ils sont exposés, évaluer l'état de santé des salariés, sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre et informer les salariés sur les modalités de suivi de santé et la possibilité dont ils disposent à tout moment de bénéficier d'une visite à leur demande. Donc, ces visites médicales sont réalisées en fait par les médecins du travail et par les infirmières et infirmiers en santé au travail. Donc, il existe 3 types de suivi. Donc, le suivi individuel simple, le suivi individuel adapté, le suivi individuel renforcé. Lors de ce webinaire, on ne va pas revenir sur ces 3 types de suivi. Vous pouvez retrouver des flyers, comprendre les différentes visites et comprendre les différents suivis de santé sur le site slst.fr. Et sur le site slst.fr, il y a un replay d'un webinaire qui avait été complètement consacré sur le suivi de santé et les types de visites. Donc, on ne reviendra pas là-dessus, mais n'hésitez pas à regarder le site slst.fr.
Une des évolutions majeures dans le suivi médical et qui concerne beaucoup d'entreprises, c'est le décret du 18 avril 2025 avec une application au 1er octobre 2025 qui modifie le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs titulaires d'une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou d'une habilitation électrique pour effectuer certaines opérations, supprimant la notion d'aptitude. Avant, ils étaient classés en surveillance individuelle renforcée avec des visites médicales tous les 2 ans. Et là, ils passent en fait en visite simple, donc avec un suivi tous les 5 ans et avec en fin de visite, en fait, une attestation d'absence de contre-indication médicale à la conduite ou à la résolution de certaines opérations sur l'habilitation électrique. Donc là aussi, vous pouvez tout à fait revoir sur le site slst.fr un webinaire qui était consacré à cette thématique. Donc, on va essayer de regarder quelques visites. Une des visites importantes aux yeux des médecins du travail et même de tout le service de santé, de prévention et de santé au travail, c'est vraiment ces visites occasionnelles. Donc, indépendamment des visites réglementaires, le salarié peut, à n'importe quel moment, s'il constate une problématique de santé qui peut avoir retentissement sur sa capacité à continuer à travailler, bénéficier d'une visite occasionnelle. Donc, cette visite, le salarié peut faire la demande à son employeur de solliciter le service de prévention et de santé au travail, mais il peut aussi téléphoner directement en fait au service de prévention de santé au travail, donc à SLST, en demandant une visite occasionnelle lorsque celle-ci est organisée en dehors des heures de travail. Donc la visite occasionnelle, elle peut être donc demandée à la demande du salarié, de l'employeur, quand l'employeur constate que le salarié il commence à y avoir des difficultés dans son travail, qu'il peut avoir aussi un comportement au travail qui est inadéquat ou un peu bizarre. L'employeur, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faudra bien qu'il se remette en relation avec le médecin du travail au moment de la visite à sa demande pour expliquer ce qui se passe et il y a tout un cheminement qui sera fait avant de donner cette visite médicale. Donc la visite occasionnelle peut être aussi à la demande du médecin du travail, de l'infirmier en santé au travail, lors de la visite médicale qu'il organise, qu'il fait, il peut y avoir des soucis. La visite de pré-reprise, on parlera tout à l'heure prévention des insertions professionnelles. C'est une des visites qui, à mes yeux, est plus qu'importante, puisqu'en fait, elle permet d'anticiper les soucis lors de la reprise du travail. Donc, elle peut être organisée au-delà de 30 jours d'arrêt, que ce soit d'origine professionnelle ou non. La visite de pré-reprise, en fait, il n'y aura pas d'avis d'aptitude qui sera donné. On pourra faire une fiche de recommandation avec des propositions d'aménagement, d'adaptation de poste de travail, préconiser un reclassement dans l'entreprise. Cette visite de pré-reprise, elle est vraiment indispensable et importante quand l'arrêt se poursuit, parce que c'est toujours très embêtant quand on voit le salarié en visite de reprise au bout de 18 mois d'arrêt, 2 ans d'arrêt, et qu'il arrive en disant de toute façon avec quelques examens, et on sait que ça va se terminer par une inaptitude. Donc l'idée, c'est vraiment de prévenir l'inaptitude et de trouver toutes les solutions qu'on peut avoir avant de mettre le salarié inapte. Donc la visite de pré-reprise peut déclencher l'intervention d'autres acteurs, donc soit internes, ergonomes pour l'étude du poste de travail et comment aménager le poste de travail, de psychologues, ou externes, on va se mettre en relation avec le service social de la CARSAT, avec Cap Emploi par exemple, afin de prévenir la désinsertion professionnelle. Donc cette visite de pré-reprise, elle est à l'initiative du salarié, à l'initiative du médecin traitant, à l'initiative des spécialistes, du médecin du travail et des services médicaux de l'assurance maladie. Il n'est pas à l'initiative de l'employeur. Donc l'employeur, par contre, peut conseiller le salarié en lui disant ça serait bien que vous rencontriez le médecin du travail. Votre arrêt dure depuis quelques mois. C'est important que vous le voyiez pour essayer de prévenir un risque de désinsertion. Les salariés comme les médecins traitants ont la possibilité de faire la demande en ligne sur le site slst.fr de cette visite de pré-reprise.
où en fait ils font la demande et l'assistante en santé au travail va les appeler pour donner le rendez-vous avec le médecin du travail. Une des nouveautés de la loi de 2021, c'est le rendez-vous de liaison. Alors, pendant très très longtemps, on a dit aux employeurs, et je pense que vous êtes complètement concernés, qu'il ne fallait pas communiquer avec le salarié pendant l'arrêt de travail, que ça pouvait être considéré comme du harcèlement ou et en fait, le rendez-vous de liaison a été créé en fait pour garder du lien avec le salarié. Donc en fait, vous avez tout à fait la possibilité de vous mettre à disposition du salarié pour organiser un rendez-vous après plus d'un mois d'arrêt de travail. Donc en fait, ce rendez-vous a lieu malgré la suspension de son contrat de travail puisqu'il est en arrêt de travail. Il est organisé donc soit à l'initiative de l'employeur, mais ça peut être aussi le salarié qui va vous demander à réaliser ce rendez-vous de liaison. Donc, dans la loi de 2021, l'employeur a l'obligation en fait d'informer de cette possibilité. Donc, sur le site SLST, vous retrouverez deux types de lettres type pour informer les salariés de la possibilité de ce rendez-vous de liaison et aussi pour informer les salariés de la possibilité qu'ils ont de demander la visite de pré-reprise au médecin du travail. Donc, il n'y a aucune conséquence qui peut être tirée du refus du salarié de se rendre à ce rendez-vous. C'est vraiment, vous pouvez les solliciter, mais ils ne sont pas obligés de se rendre à ce rendez-vous. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, le référent handicap ainsi que l'équipe pluridisciplinaire du SPSTI peut participer à ce rendez-vous. Et en fait, l'équipe pluridisciplinaire du SPSTI peut aussi, pour n'importe quelle entreprise, y participer. À titre personnel, j'y assiste de plus en plus et je trouve qu'on a un vrai gain sur les discussions et souvent on peut désamorcer des problématiques avec des arrêts prolongés où on n'a pas besoin d'avoir des arrêts très très prolongés. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on va organiser une visite de reprise. Donc, en fait, cette visite de reprise est obligatoire après un congé maternité. Elle est obligatoire après une maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, après un accident au travail supérieur à 30 jours et après un arrêt maladie supérieur à 60 jours. Donc, cette visite a pour but de vérifier la capacité du salarié à reprendre son poste antérieur et, le cas échéant, de proposer d'accompagner pour un éventuellement aménagement, adaptation du poste de travail. Et c'est là où, en fait, c'est important d'essayer d'anticiper. C'est pour ça que j'insiste encore sur cette visite de pré-reprise. C'est trop bête de se retrouver en visite de reprise avec des salariés où on ne pourra pas proposer d'éventuellement d'aménagement et d'adaptation du poste de travail. Et cette visite de reprise, donc, elle doit être demandée par l'employeur dès qu'il a connaissance de la fin de l'arrêt et elle doit être réalisée donc par le service de prévention de santé au travail dans les 8 jours suivant la reprise. Une des nouveautés aussi depuis 2021, c'est la visite de mi-carrière. Elle s'effectue donc entre 43 et 45 ans et peut être réalisée donc en même temps qu'une autre visite. Elle peut être faite par le médecin du travail ou par l'infirmier en santé au travail. Et donc, elle peut être demandée par l'employeur ou par le service de prévention de santé au travail. Et donc, elle permet d'établir un état des lieux entre le poste de travail et l'état de santé actuel, mais c'est surtout se projeter dans l'avenir sur les 20 années suivantes du salarié et savoir s'il n'y a pas un risque de désinsertion professionnelle et aussi sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement et sur la prévention des risques professionnels parce qu'on se rend compte que la deuxième partie de carrière est souvent difficile en fonction de certains métiers. Une des visites aussi qui a été créée, c'est la visite post-exposition et post-professionnelle. Donc, après la cessation d'exposition au risque donc en surveillance individuelle renforcée, notamment sur les cancérogènes et mutagènes et reprotoxiques, donc sur les CMR, elle est demandée par l'employeur dès qu'il a connaissance de la fin d'exposition au risque CIR ou au départ du salarié. Et donc, le salarié peut si l'employeur ne l'a pas fait la demande, peut en faire la demande entre 1 mois et 6 mois après la fin d'exposition. Et donc, elle vise à établir la traçabilité et un état des lieux des expositions et la mise en place d'un suivi post-exposition et post-professionnel par le médecin du travail en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil. Donc après, on aura une attestation qu'on donnera en fait aux salariés
et qui pourra donner en fait au médecin traitant pour un suivi post-professionnel. Comme vous l'avez vu au début, la troisième grande préoccupation des services de prévention et de santé au travail, c'est la prévention des désinsertions professionnelles. Et dans les nouveautés depuis la 2022, on a créé en fait une cellule prévention de la désinsertion professionnelle qui a pour but d'intervenir et de prévenir le risque de désinsertion et de favoriser le maintien dans l'emploi. Cette cellule est indispensable. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire, pendant les visites médicales, lors des visites des postes de travail, vont pouvoir déjà jouer sur le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle, mais on a rajouté cette cellule en plus. L'objectif est d'anticiper, d'éviter et de réduire les risques de perte d'activité professionnelle d'un salarié, donc suite à une dégradation de son état de santé, en lien avec d'autres facteurs, donc les problématiques sociales, familiales, liées aux compétences, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un volet social très important souvent et qui peut complètement jouer sur des difficultés au travail. La détection précoce des salariés, tout à risque de désinsertion, est assurée tout au long du parcours professionnel, comme je vous le disais. Et on essaye, c'est vraiment une des priorités du service de prévention de santé au travail. Parce qu'en fait, on se rend compte que pendant toutes ces visites, et le but, c'est de maintenir le salarié au poste de travail, donc avec la possibilité de proposer des aménagements. Quand ça devient trop compliqué, le but du service de prévention de santé au travail et de la cellule PDP, ça va être de maintenir dans l'emploi, d'essayer en fait de trouver dans l'entreprise un poste de travail qui est en adéquation avec les restrictions et avec les problèmes de santé du salarié. Mais c'est aussi, et lors de la visite de pré-reprise et lors de toutes les visites, c'est aussi de maintenir en emploi le salarié. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de trouver toutes les solutions si on sait que le salarié ne va pas pouvoir continuer à travailler dans l'entreprise sur son poste ou sur un autre poste. Ça va être de prévoir et de trouver des solutions pour que quand malheureusement on va mettre le salarié inapte à son poste ou inapte dans l'entreprise, eh ben on a déjà tout un parcours post-entreprise qui soit fléché et avec des solutions. Donc on est vraiment là sur de la réorientation professionnelle et d'essayer d'anticiper. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la visite de pré-reprise qui, à mon sens, est vraiment indispensable. Donc, cette cellule, en fait, s'adresse à toute personne confrontée à un risque de désinsertion professionnelle, comme on le disait. Donc, travailleurs en situation de handicap, restriction médicale ou aménagement de poste, alerte par le salarié, l'entourage ou le professionnel, personnel à risque de désinsertion, arrêt maladie long ou répété, accident du travail ou maladie professionnelle, difficultés de santé impactant le travail. Quand en entreprise, on commence à voir que le salarié a une perte de productivité, a des absences, a des erreurs, ça peut être, ça paraît important de prévenir le médecin du travail, mais ça peut être aussi, vous avez la possibilité de voir directement la cellule PDP à faire un signalement directement à cette cellule PDP. Donc la cellule, en fait, elle est souvent mise en place. On fait souvent le signalement, c'est souvent le médecin du travail. Ça peut être l'infirmière de santé au travail qui fait le signalement, mais ça peut être aussi l'entreprise, ça peut être l'entourage, ça peut être le salarié qui contacte la cellule prévention des insertions professionnelles. Donc, et c'est vrai qu'on le répète beaucoup, mais je pense que c'est vraiment le risque important, c'est ce risque de désinsertion professionnelle. Et donc, en fait, la cellule, elle va agir en collaboration avec l'employeur, avec le salarié et les acteurs de la prévention et de la santé au travail, en intervenant le plus tôt possible pour soutenir le salarié, favoriser son maintien dans l'emploi. Donc là, vous aurez ces coordonnées. Vous retrouverez en fait aussi sur le site SLST un flyer sur la cellule PDP et sa composition et tous ces domaines d'intervention. Donc là, on a renoté le numéro de téléphone et le mail
Donc, n'hésitez pas, même en tant qu'employeur, quand vous sentez qu'il y a un souci. Alors, ce qui est bien, c'est de prévenir le médecin du travail, de voir avec le médecin du travail, mais vous avez la possibilité de saisir directement la cellule PDP aussi. Cette cellule PDP, en fait, elle est constituée de médecins du travail, d'infirmières de santé au travail, d'une coordinatrice de la cellule, d'ergonomes, de psychologues du travail et d'assistantes sociales. Et en fait, toute cette cellule va travailler en interaction, donc ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'entreprise, avec le salarié, avec le médecin du travail et l'infirmier de santé au travail, avec aussi les professionnels de santé du parcours de soins, mais aussi et beaucoup avec les partenaires externes qui vont pouvoir intervenir à n'importe quel moment. Donc, ça peut être la CARSAT, donc avec les assistantes sociales de la CARSAT. Ça peut être les organismes de placement spécialisés. Ça peut être les conseillers en évolution professionnelle. Ça peut être la MDPH. Ça peut être le Fonds d'action sociale du travail temporaire, donc le FAST. Ça peut être les médecins conseils de la CPAM, Cap Emploi. Ça peut être la MIF. Ça peut être et Transition Pro. Quand on pense que on va pouvoir aider sur le montage en fait en poste suite à l'entreprise sur des parcours professionnels. Donc, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et qui est en train de monter en puissance au niveau de Sudwork Santé au Travail. Donc, n'hésitez pas à nous suivre en fait sur la chaîne YouTube, sur LinkedIn, avec et avec surtout aussi sur le site slst.fr où vous allez retrouver des capsules vidéo et des replays des webinaires et tous les flyers qui ont été présentés. Donc, vous pourrez aussi avoir un QR code donc, sur l'agenda 2026 et sur la plaquette de PDP, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si... Donc, on va pouvoir répondre aux questions. Il y en avait une de Valérie qui disait « Bonjour, comment pouvons-nous avoir un rendez-vous avec un ergothérapeute ?» Je pense qu'elle voulait dire l'ergonome. Une de nos collègues a des douleurs de dos. Je pense qu'il faut déjà passer par le médecin du travail, en fait, pour faire signaler donc, du coup, les problématiques de sa collègue. Donc, de contacter le médecin. Éventuellement, c'est possible qu'en tant qu'employeur, elle demande une visite du salarié avec le médecin pour faire un état des lieux de son état de santé. À ce moment-là, on est sur une visite à la demande de l'employeur. Donc, ce qui va être important aussi, c'est d'expliquer à la collègue, en fait, le pourquoi l'employeur a demandé cette visite et de l'expliquer aussi au niveau du médecin pour que le salarié et le médecin, quand ils se voient, ils connaissent déjà le pourquoi du comment. Et c'est à partir de ces échanges-là, éventuellement, des recommandations que va faire le médecin, que la collègue ergonome va pouvoir intervenir sur le poste et puis faire un état des lieux sur les possibilités d'aménagement. D'une manière générale, tout ce qui va être action, nous, la tête de pont, et c'est le rôle d'animateur, coordinateur de l'équipe, ça va vraiment passer par le médecin du travail. Donc, c'est important de se mettre en relation directement avec lui. Bonjour, je ne comprends pas la phrase « fin de vérification systématique de l'aptitude au poste de travail ». En fait, jusqu'à une dizaine d'années, en fait, chaque salarié qui passait sa visite médicale, que ce soit des visites périodiques, reprises, avait toujours le mot apte noté. Là, depuis 8 ans, lors des visites médicales, vous n'aurez pas de conclusion quand il n'y a pas de besoin d'aménagement ou qu'il n'y a pas besoin de restrictions sur le poste de travail. Vous aurez juste la case qui est vide, en fait. Avant, sur toutes les visites médicales, il y avait toujours le mot apte. Donc, on se retrouve avec très, très peu maintenant de visites où on trouve le mot apte. Il n'y a que les visites pour les personnes qui sont en surveillance individuelle renforcée où on va faire, en fait, un certificat d'aptitude. Donc, dès qu'il y a une problématique, dès que vous avez des questionnements, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Je pense que c'est vraiment indispensable et c'est important. On est là pour répondre à toutes les questions et tout au long de l'année, donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter.
Bonjour, nous souhaitons aménager un poste avec beaucoup de manutention. Ce poste concerne plusieurs salariés et ceux-ci n'ont pas à ce jour de problème particulier, mais nous préférons anticiper et alléger ces postes. Pouvez-vous nous aider dans cette étude? Alors effectivement, on retrouve, en fait, on va retomber dans la partie action au milieu de travail sur un sujet comme celui-ci. Donc oui, on peut venir vous aider en fait à étudier le poste. Ce qui va être donc là, à ce moment-là, c'est de faire le point avec toujours rentrer par le biais du médecin qui va réorienter soit vers un ergonome qui viendra voir les postes de travail, soit vers un conseiller en prévention en fonction en fait de la charge des uns et des autres et de la problématique qui va être proposée. Donc, bien entendu, on peut vous aider sur ce type d'aménagement. L'intérêt aussi de revenir vers vous quand vous avez des projets comme cela, c'est qu'après, on va pouvoir essayer de vous orienter sur les différents dispositifs d'aide financière qui sont aujourd'hui mis en place par les organismes sociaux. Je pense on a des aides au niveau de la CARSAT avec la subvention de prévention des risques ergonomiques. On peut avoir, après, si on avait des situations de personnes qui ont une reconnaissance RQTH, on va basculer après sur des aides de la GFIP. Donc, comme le disait le docteur Gouzy, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez des idées, des questionnements, des projets. Comme ça, on peut, dès le début, vous aurez soit vous accompagner, soit si on ne le peut pas, vous orienter vers une personne qui peut vous accompagner le plus techniquement possible, en fait. Pour une visite médicale demandée directement par le salarié, il doit être en arrêt maladie? Non, pas du tout. Il peut le demander à n'importe quel moment, tout au long de l'année, dès qu'il sent qu'il risque d'avoir des problèmes dans son poste de travail, il peut demander la visite médicale à n'importe quel moment. Par rapport à la remarque qu'a fait Madame Souza, du coup, donc c'est les aides dont je parlais au niveau des subventions ergonomiques, donc ça fait partie des aides de la CARSAT. Donc c'est plutôt sur les manutentions, le dispositif et peut même, donc il y a des équipements qui vont être soumis à un cahier des charges. On peut avoir aussi de la prise en charge de formation pour avoir des référents TMS, des formateurs sur tout ce qui risque lié à la manutention. Et il y a aussi des dispositifs spécifiques dans des secteurs d'activité ou des risques particuliers, comme dans la métallurgie, comme sur le risque CMR, avec différents dispositifs qui vont être finançables, là plutôt à destination des entreprises de moins de 50 salariés. Nous, on travaille beaucoup en partenariat avec les CARSAT, donc c'est pour ça que par rapport à des questionnements que vous pouvez avoir, c'est pas inintéressant de prendre contact avec nous et éventuellement on vous dira ce qu'il en est au niveau des aides. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie du coup pour l'inscription à ce webinaire. On espère qu'on a été le plus clair possible sur la présentation du coup de l'activité du service, notamment, chose importante, l'évolution réglementaire avec cette notion d'offre socle qui est importante. On souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt, on l'espère, sur vos projets de prévention. Au revoir. Au revoir.